Bonjour à toutes et à tous, c'est un podcast particulier que je vous propose d'écouter ou de voir aujourd'hui. Celui-ci a été enregistré dans le cadre du festival L'Autre Football qui s'est tenu à Rennes en fin d'année 2021 et il va former avec le prochain, qui sera disponible la semaine prochaine, 2 épisodes d'un format hors série. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à l'impact d'une dictature sur le football, que ce soit sur les footballeurs, mais aussi sur les institutions, à savoir les clubs. Pour ce débat, j'étais accompagné de Marcelin Chamoin, journaliste spécialiste du Brésil pour Lucarno Posé et auteur de 3 ouvrages aux éditions Lucarno Posé, la biographie de Garrincha, Primera Bola et le Maracanazo. J'étais également accompagné d'Olivier Corbobès, éducateur certifié de football et intervenant à l'Université de Toulouse, mais aussi et surtout auteur d'ouvrages en relation avec le football et en particulier l'histoire racontée par le football paru aux éditions Maribé. Enfin, troisième intervenant, Léo Rossel, agrégé d'histoire, membre fondateur du média Le Vent se lève et spécialiste notamment de l'histoire de la dictature espagnole. Avant de vous lancer dans ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train de le voir ou de l'écouter. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de laisser un pouce, un commentaire, ce qui permet à la vidéo de remonter. N'oubliez pas aussi et surtout de nous suivre sur les différents réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Bon épisode à tous et bonne écoute. Je vais justement me tourner vers toi, Marcelin. On va aller au Brésil, donc. On va remonter à mars 64, avec le coup d'État qui installe la dictature au Brésil. Et la première question, elle est simple, c'est le point de départ de tout cela. Quelles sont les conséquences de cette dictature qui s'installe sur le football et les footballeurs brésiliens ? Oui, donc c'est un coup d'État militaire qui a été fait par les militaires brésiliens, mais avec l'appui de la CIA qui avait peur de voir en Amérique du Sud des régimes communistes s'installer, et donc ils prennent le pouvoir avec l'aide des militaires locaux. Donc c'est le cas au Brésil en 1964, et va y avoir tout de suite une conséquence pour les joueurs qui vont être surveillés des organes qui sont créés par l'État. Et par exemple, Pelé avait une fiche au DOPS, donc qui était l'organe de répression de la police. Donc il y avait Pelé, mais aussi João Havelange, qui était à l'époque le président de la Confédération brésilienne et qui était pourtant plutôt proche des militaires, mais il avait aussi une fiche au DOPS. Et par exemple, Tostão, qui remporte la Coupe du Monde 70 avec Pelé, avait un petit peu critiqué le gouvernement en place. Et il en parle dans un de ses livres. Il avait reçu un appel de quelqu'un qui s'était fait passer pour un admirateur, qui lui a dit qu'il aimait beaucoup son football, mais qu'il devrait faire attention à ce qu'il dit, puisqu'il pourrait avoir, ça pourrait avoir des conséquences pour lui. Donc Tostão dit, il ne sait pas si c'était un admirateur ou plutôt une menace déguisée. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, quelles que soient les dictatures, cette surveillance qui est exercée sur les footballeurs, ces pressions directes ou indirectes. On a beaucoup d'exemples en Amérique du Sud, j'imagine qu'en Europe, c'est un peu pareil. Et pourtant, il y a des footballeurs qui vont tenter de... Je ne sais pas si on peut parler de résistance, parce qu'on va le voir, c'est pas aussi simple que ça. Et puis de toute façon, c'est jamais très facile de résister ouvertement à une dictature. On sait toujours comment ça termine dans ces cas-là. Généralement pas très bien. Il y a quand même des footballeurs, Marcelin, au Brésil, qui vont tenter de s'opposer ou, entre guillemets, de montrer une forme d'opposition à la dictature. Oui, on peut parler de Nando Coimbra, qui était le frère d'Edu et de Zico aussi, surtout, donc qui était footballeur et en même temps enseignant, basé sur une méthode de Paulo Freire, qui était un admirateur de Karl Marx. Donc pour la dictature, c'était pas terrible. Et donc juste de suivre cet enseignement, il va être arrêté et torturé par les militaires et poussé à l'exil. Et donc, selon lui, à cause de cette histoire, son frère Edu, qui avait été meilleur buteur du championnat brésilien en 1969, ne va pas être convoqué pour la Coupe du Monde 70. Et Zico aussi, qui a été le joueur principal du Brésil au tournoi pré-olympique, ne va pas être convoqué pour les Jeux olympiques de 72. S'il faut dire, enfin, je ne sais pas si c'est à cause de ça, puisque Edu, il y avait quand même une concurrence assez forte au Brésil de 70. Et puis Zico ne fait pas une année 72, enfin elle est beaucoup moins bonne que 71, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas été convoqués. Par contre, il y a un lien qui me semble évident, c'est pour Afonso, où là aussi, il y a une résistance, mais
son problème au début, c'est juste qu'il a la barbe et les cheveux longs. Et à l'époque, ça suffisait pour être qualifié de subversif. C'était le mot pour désigner un ennemi de l'État. La presse, qui n'est pas censurée, parce qu'à l'époque, il y a une forte censure, va l'accuser de ne pas être patriotique ou communiste. C'est aussi des mots qui reviennent beaucoup. Et Afonso va être interdit de s'entraîner au Botafogo par l'entraîneur de l'époque qui était Zagallo, tant qu'il n'a pas une tenue, une apparence adéquate, c'est le mot aussi qui va être utilisé. Et Afonso va refuser de se couper les cheveux et du coup il va être interdit par le Botafogo de jouer, qui va aussi refuser de le libérer de son contrat, et il va jamais être appelé en sélection alors qu'il avait le niveau pour être convoqué. Donc on voit cette opposition a une conséquence directe sur sa carrière. Et enfin, on peut parler de Reinaldo. Donc, il y a une période un peu plus tardive déjà dans la dictature où c'était un petit peu plus libre. Mais il va, en fait, à partir de 77, il fête ses buts avec le point levé des Black Panthers en opposition à la dictature. Et le président de la CBD, donc la Confédération brésilienne des sports, va réagir en disant que Reinaldo n'est pas en conditions physiques de pouvoir jouer la Coupe du Monde 78. Sauf que Reinaldo va réagir dans la presse en critiquant le président de la fédération, qui était aussi un amiral de l'armée, ce qui a même dès 68 en fait une militarisation au sein de la CBD et de la CL111. C'était le cas en 70. Et par exemple, le sélectionneur pour la Coupe du Monde 78 est Claudio Coutinho, qui était entraîneur Flamengo, mais aussi capitaine de l'armée. Donc il y a des liens vraiment évidents. Et Reinaldo va critiquer le président Nunes en parlant de ses ingérences. Et du coup, c'est ça en fait qui va lui permettre d'être convoqué bizarrement pour la Coupe du Monde 78, puisqu'en 77, il marque 28 buts en 18 matchs dans le championnat. Et c'est un championnat qui se termine en mars 78. Donc juste après, c'est la préparation pour la Coupe du Monde. Et lui dit qu'il est en pleine forme. Et donc, pour éviter qu'il soit transformé en tant que symbole de l'opposition, Reinaldo va être convoqué pour la Coupe du Monde 78. Et le président de la République, c'était appelé quand même la République, Ernesto Geisel, va demander à Reinaldo de ne pas célébrer ses buts avec le point levé. Et lui dira plus tard qu'en fait, il ne savait pas comment il allait réagir. Mais lors du premier match de la Coupe du Monde, il marque un but et tout de suite, il lève le poing. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, il le fait. Donc ça va faire beaucoup de bruit. Et lors du match suivant contre l'Espagne, il y a 0-0, il fait pas un grand match. Et après, il apparaît plus du tout de la Coupe du Monde 78. Alors que le Brésil joue la troisième place, et c'est un match où on faisait tourner, mais il n'apparaît pas non plus lors de ce match. Et en 82 non plus, il n'est pas convoqué, donc lui aussi il va payer un peu de son acte. Ah, et on le voit, il y a toujours cette difficulté de s'opposer véritablement. Tu as montré, tu as déjà commencé à évoquer cette ingérence systématique des pouvoirs militaires, des dictatures dans les différents pans du foot. On va y revenir un petit peu plus tard quand on va parler des institutions. On voit aussi que la parole est très difficile. On en parle par exemple, nous, dans un des magazines, dans le Lucarne opposé, d'un joueur qui, en 1976, en Uruguay, dédie un but bêtement à son frère qui est en prison. Il n'a plus jamais joué au football. Donc ça fait partie des choses qu'il il ne faut pas faire. On lui a même demandé de se cacher un instant. Et le journaliste très célèbre, Victor Hugo Morales, que l'on connaît tous pour ce qui est être la bande son du but de Maradona en 86, a fui l'Uruguay après la dictature. On a donc ces exemples de joueurs. On voit que c'est jamais très facile. Il y a quelques joueurs qui sont évoqués dans l'exposition qui se tient dans le cadre du festival L'Autre Football, justement, qui porte le même nom, Football et dictateur. On pense à Jorge Carrascola, qui est Argentine 78, qui a renoncé à la sélection quelques mois avant la Coupe du Monde parce que il sentait que jouer au foot n'était plus très simple. Olivier, on a des exemples en Europe de joueurs qui ont cherché à s'opposer comme ils le pouvaient, autant qu'ils le pouvaient, à des dictatures. Je pense par exemple à Joaquim Santana au Portugal. Oui, tout à fait. Faut avoir en tête qu'à l'époque, on est dans les années 60, le Portugal est un des derniers empires coloniaux, puisque la décolonisation a déjà eu lieu pour la très grande partie des autres territoires. Et le Portugal de Salazar, en tout cas la fin de la dictature portugaise, va faire de son équipe de football
un peu le miroir de l'Empire tel qu'il aimerait le représenter. On appelait ça le lusotropicalisme, c'est-à-dire présenter une équipe de football multiethnique, ouverte sur le monde, c'est-à-dire sur le monde, c'était l'Angola, c'est le Mozambique, c'est le Cap-Vert, tous les territoires qui appartenaient alors à l'Empire colonial portugais. Et c'est très difficile pour un joueur, effectivement, de réagir dans ces conditions. Alors, le plus célèbre, c'était Eusebio, qui était quand même, alors on peut pas dire qu'il était pro-Salazar, mais il était quand même plutôt passif parce qu'il se passait et avec ce qui se passait, il était quand même, faut le dire, instrumentalisé par le régime, et même lui, dans les propos qu'il a pu avoir à la chute du régime et après, on sent que c'était très ambigu. Voilà, donc difficulté de protester. Parfois, d'autres joueurs, celui que tu citais, Nicolas, Joaquim Santana, lui, il a résisté. Il était d'origine angolaise, donc portugais d'origine angolaise. Il est né dans l'Angola portugais. Et lui, il avait décidé de prendre fait et cause pour les mouvements indépendantistes dans tout l'empire colonial portugais. Bon, ça a été évidemment très mal pris et il a été condamné à plusieurs mois de prison. Et ça lui a fait rater la Coupe du Monde 1966, qui était une Coupe du Monde importante pour le Portugal, puisque le Portugal est allé très loin. C'était son premier gros tournoi, donc ils avaient fait une demi-finale. Donc je pense que le cas portugais vient illustrer toute la difficulté, parce que c'est très facile de dire oui, il y a qu'à boycotter, il y a qu'à se rebeller. Et en fait, oui, vous finissez en prison, vous ratez la Coupe du Monde, c'est un peu délicat. Et les exemples, on peut en sortir à l'appel. On pense par exemple au Zaïre de 74 sous Mobutu, où les joueurs se sont plaints pendant la Coupe du Monde avec des histoires de primes promises qui n'étaient pas arrivées notamment, et des pressions qui ont été faites. Quand ils sont rentrés au Zaïre, ils ont été enfermés pendant 4 jours au palais présidentiel, et ils ont été entre guillemets interdits d'aller poursuivre une carrière plus tard. Ils ont tous terminé au pays. On pense par exemple aussi plus récemment à l'Irak sous Saddam Hussein des années 90 avec Uday Hussein, le tyran qui gérait le football irakien et qui torturait clairement les joueurs. On parle d'un exemple, nous, dans un des magazines avec Basile Gorgis. Mais voilà, l'Irak est un autre exemple on peut franchement pas beaucoup résister, Olivier. Oui, alors le cas d'Uday Hussein, effectivement, qui était de la famille de Saddam Hussein, là aussi c'est intéressant de voir comment une dictature s'approprie le foot, puisqu'ils étaient propriétaires directement de plusieurs clubs irakiens qui ont gagné plusieurs championnats, mais en fait ces clubs-là n'étaient pas du tout appréciés par le public. D'ailleurs, c'est des clubs qui au final ont eu vocation à disparaître. Mais effectivement, on a eu un président de la fédération qui était très dictatorial, c'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages des joueurs irakiens dans les années 80 sur les traitements qu'ils subissaient et qui étaient horribles, quoi. On était vraiment dans la torture, hein. Faut appeler un chat. On était vraiment dans la torture. Après, il y a une autre façon de résister, parce que là, finalement, c'est vrai que je présente les choses comme on y va ou on n'y va pas. Parfois, c'est un petit peu plus gris, dans le sens où vous pouvez faire de la résistance passive. Alors la résistance passive, tout de suite, ça fait tilt avec Gandhi. Gandhi a une implication, lui, dans le foot et a fait du football un instrument de résistance passive. Parce qu'on voit souvent Gandhi en Inde. Il faut se rappeler qu'il était plusieurs années en Afrique du Sud. Il est revenu en Inde en 1915. Et donc au tout début du XXe siècle, Gandhi, qui découvre les discriminations qu'il y a en Afrique du Sud, contre la population noire évidemment, mais aussi contre la population d'origine indienne qui est assez nombreuse, et il va s'impliquer dans la fédération de football, alors de football indien, puisque c'était des fédérations communautaires, et il va fonder, c'est un élément qui est parfois oublié ça, il va fonder ce qu'ils appellent les Passive Resistors Soccer Clubs, c'est-à-dire les clubs de football des résistants passifs. Donc il va déjà appliquer au football toute sa doctrine de résistance passive pour avoir des clubs porte-drapeaux de ce mouvement contre la ségrégation, parce qu'à l'époque on n'appelait pas encore ça apartheid, ça a paru bien après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins 3 clubs en Afrique du Sud, des grands clubs sud-africains, qui doivent beaucoup à Gandhi. Peut-être qu'ils n'existeraient pas, bon ça c'est de l'Uchronie, mais peut-être qu'ils n'existeraient pas sans Gandhi. Et il y a un symbole, c'est le club de Durban, alors les Manning Rangers de Durban, qui ont gagné le championnat sud-africain 1997, qui était le premier championnat sud-africain ouvert à toutes les communautés. Donc là, on a un beau symbole, presque un siècle après, finalement, l'action de Gandhi a concrètement porté ses fruits sur le terrain du football qu'il avait investi.
Et tu disais justement que ce n'est ni blanc ni noir, c'est très gris. L'exemple type, c'est le Chili. On connaît tous l'histoire de Carlos Caselli, avec ce geste fort de ne pas serrer la main de Pinochet. Mais il y a d'un autre côté, il continue d'évoluer avec la sélection chilienne. Il est présent au fameux match de la honte de novembre 1973, c'est-à-dire 2 mois après le coup d'État, puisque je rappelle que le coup d'État chilien, on a commémoré l'anniversaire hier, c'était le 11 septembre 1973. Et donc 2 mois plus tard, il joue contre l'URSS dans l'Estadio Nacional, qui entre-temps était devenu une prison à ciel ouvert, où l'on torturait les opposants. Bon, les opposants avaient été déplacés pour faire venir les soviétiques, qui ne sont pas venus tout simplement. Et donc le Chili a fait un match sans adversaire, a marqué un but. Vous pouvez trouver les images sur YouTube. Vous verrez d'ailleurs que le but n'est pas valable. Ils sont tous hors jeu. Bon, c'est pas grave. Mais Carlos Caselli, par exemple, qui était très très impliqué avec Colo-Colo, on va y revenir quand on va aborder les institutions, est présent sur ce match-là. Tous les joueurs de Colo-Colo sont présents, donc la résistance est différente. Marcelin, Olivier évoquait le cas de Zebio. Je vais juste rebondir là-dessus parce qu'il en est souvent question et il a très rarement été bousculé là-dessus. Un petit peu dans le documentaire Netflix. On en a parlé dans un podcast, le documentaire sur... Vous voyez où je veux en venir, je vais arriver sur Pelé. Le dernier documentaire qui est sorti sur Netflix, il le bouscule justement un petit peu sur ça. La relation de Pelé avec la dictature, elle est particulière. Il est un petit peu prisonnier quand même, lui aussi. Pelé a beaucoup été utilisé par la dictature, ce qui symbolise ce Brésil qui gagne. Et donc, ils ont beaucoup utilisé le nom de Pelé pour le régime. Et en plus, le régime est plus répressif de 1969 à 1974 avec Médicis, ce qui correspond un petit peu à la deuxième apogée de Pelé, on va dire, ce qui est 61-63. Mais par exemple, ce qu'a fait Reynaldo, Pelé n'aurait pas pu le faire. On l'a dit, il avait une fiche au DOPS et du coup, par son statut, il était très surveillé. Et c'est ce qui est abordé en fait, dans le doc Netflix. À part Pelé, personne ne sait ce que ça fait d'être Pelé et quelles auraient été les conséquences s'il avait pris une position plus franche. Contre lui, peut-être pas, parce que le monde entier forcément connaissait Pelé, mais c'est Juca Kfouri, un journaliste brésilien, qui en parle dans le doc. Peut-être que contre sa famille, il y aurait eu des répercussions. Et nous, à la place de Pelé, si on avait été autant utilisé, aujourd'hui, c'est facile de dire oui, il aurait fallu dénoncer. À l'époque, c'était moins évident et donc oui, il a été utilisé malgré lui. Ouais, tu parlais, que se serait-il passé pour sa famille? L'exemple de Caselli est suffisamment parlant, puisque lui qui n'a juste pas refusé la main, alors on dit juste, mais c'est quand même un geste très très fort, ne pas serrer la main de Pinochet. Sa mère a été arrêtée, enfermée, torturée pendant plusieurs mois. On l'a su bien plus tard. Quand la parole a commencé à se libérer vers la fin des dictatures, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. On a vu que pour les joueurs, c'est difficile. Se pose une autre question quand on évoque la dictature et le football. Comment ça marche pour les institutions? Et je vais partir de ton côté, Léo. On va s'intéresser justement au Barça et sa façon. Est-ce que le Barça a pu résister à Franco? Comment l'institution peut résister à l'arrivée du franquisme? Alors, évidemment, c'est une question très compliquée. La période du franquisme est très souvent retenue comme celle d'une forte politisation du FC Barcelone et en particulier du Classico, du Barça Real, qui apparaît en quelque sorte comme une traduction sportive d'un conflit politique qui ne parvient pas à s'exprimer autrement dans le cadre de la dictature. Et de ce point de vue-là, le Barça peut en effet apparaître comme un porte-étendard des aspirations démocratiques et de la lutte antifranquiste d'une partie du peuple catalan. Pour autant, l'engagement politique du FC Barcelone ne date pas de la dictature. Ces engagements extrasportifs sont antérieurs. Et il faut vraiment remonter, même je pense, aux origines du club, à sa fondation, pour comprendre le rôle qu'il a pu avoir pendant la dictature et même un petit peu avant, pendant la guerre civile. Et donc cette identité si particulière du Barça qui fait que, selon son slogan, on pourra peut-être en discuter, mais il est plus qu'un club. Et quand on s'intéresse donc à cette histoire assez complexe du Barça sous le franquisme, on est obligé de se demander dans quelle mesure donc cette institution sportive, pour revenir à cette question des institutions que tu posais, dans quelle mesure ce club
s'est lui-même pensé au fil de son histoire et en particulier face aux dictatures de l'Espagne du XXe siècle, celle de Franco mais même avant celle de Primo de Rivera dans les années 20, donc comme un porte-parole de ses revendications de sa base supportrice en faveur d'aspirations politiques démocratiques, voire catalanistes. Donc, comme je le disais, le Barça se politise progressivement de sa création jusqu'à la guerre civile, déjà, étant donné qu'il est en prise avec la conflictualité politique de la société catalane et plus largement espagnole de l'époque. Sa création remonte à 1899 et dès lors, deux grands principes s'imposent dans son organisation, à savoir l'ouverture et la démocratie. L'ouverture parce que parmi ses membres fondateurs, on retrouve 6 Catalans, mais également 6 étrangers, dont Joan Gamper, qui est dans l'histoire présenté comme son fondateur, qui est suisse. Il y avait également donc, 2 autres Suisses, 2 Anglais et un Allemand, et donc 6 Catalans. Et ces joueurs étrangers voulaient au départ jouer dans des clubs espagnols, notamment le Gimnasio Tolosa. Ils en ont été empêchés pour leur caractère d'étrangers. C'est en ce sens donc qu'ils se disent on va créer notre propre club, et le caractère cosmopolite du Barça naît donc de cette origine-là. Et également son caractère catalan, la mise en avant de son identité catalane par les joueurs catalans d'une part, et aussi par la rivalité très précoce entre l'Espagnol de Barcelone et le Barça, l'Espagnol apparaissant au contraire comme un défenseur de l'identité espagnoliste, comme son nom l'indique. Et donc l'autre grand principe dont je parlais, c'est celui de la démocratie. Et il se caractérise par la forme coopérative que prend dès le départ le Barça, avec les fameux socios, les socis en catalan. Donc ce modèle coopératif qui repose sur le grand mouvement associationniste qui s'imposait en Catalogne à l'époque et plus largement en Espagne, au tournant donc du 19e siècle et du 20e siècle. Et au tournant des années 1920, s'opère une massification du sport, et en particulier du football, à Barcelone et en Catalogne, qui fait que le Barça cesse d'être un seul club catalan pour devenir le club de la Catalogne. Ça, c'est une expression qui revient fréquemment à l'époque. Le Barça est devenu le club de la Catalogne. Gamper lui-même prononce cette expression en 1924 pour les 25 ans du club. Et cette dimension-là s'exprime notamment donc, le 14 juin 1925, en pleine dictature de Primo de Rivera, quand le Barça, qui vient de gagner le championnat, affronte un autre club de Barcelone, le Jupiter, et un navire de marins anglais est invité à assister à cette rencontre. Ils exécutent donc l'hymne anglais qui est applaudi par tous les supporters du Barça, et au contraire l'hymne espagnol, la marche royale, est sifflée, huée par les supporters catalans, ce qui entraîne donc une fermeture pendant 6 mois. Le Barça est interdit de jouer pendant 6 mois. S'ensuit donc toute une démarche de la fédération catalane pour reprendre les matchs en janvier suivant, pour permettre au Barça de pouvoir quand même continuer à jouer. L'ensemble des clubs est d'accord, sauf l'Espagnol de Barcelone. Donc là encore, on voit la rivalité politique derrière la rivalité sportive. Et voilà cette politisation qui est déjà présente sous la dictature de Primo de Rivera, avant même celle de Franco. Je passe rapidement sur la suite, mais pendant la Seconde République et la guerre civile, le Barça, comme une grande partie de la société catalane, prête allégeance au régime républicain, au régime légal, et ce en particulier sous la présidence de Josep Sunyol, qui arrive à la présidence du Barça en 1935 et qui est élu sous le slogan de sport et citoyenneté. Et d'ailleurs, le même Sunyol a été élu en 1936, donc député de la gauche républicaine catalane, et il est fusillé le 6 août 1936, donc quelques jours seulement après le début de la guerre, alors qu'il est en route pour Madrid par les forces nationalistes. Donc là encore, on voit que la guerre civile commence de façon très tragique pour le Barça.
Dans le même temps, il y a une menace d'expropriation, puisqu'on est dans une période de révolution sociale à Barcelone, et un certain nombre de clubs sportifs, notamment clubs de foot, clubs de natation, ont été expropriés par des anarchistes. Donc le Barça se constitue en comité d'autogestion pour ne pas subir cette menace-là, et met en place un certain nombre d'actions de solidarité. Par exemple, ils font des dons de matériel sportif, de ballons pour les soldats républicains, ce type d'action-là. Et plus particulièrement, au départ, on pensait aborder essentiellement la question des dictatures latino-américaines, mais une grande tournée en Amérique est organisée de mai 1937 à octobre. Donc il y a des rencontres qui sont faites notamment au Mexique, où les joueurs du Barça sont accueillis comme de véritables ambassadeurs de la République espagnole. C'est le terme aussi qui est utilisé par les autorités locales. Et les diasporas catalanes et espagnoles les accueillent aussi de façon triomphale, avec des drapeaux catalans, des hymnes catalans. Et chose aussi assez intéressante, c'est qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont créés là-bas par des descendants de Catalans, d'Espagnols, qui font directement référence au Barça, que ce soit dans leur logo, que ce soit dans leur nom. Donc ici aussi, on voit que le Mexique, qui soutient la cause républicaine, accueille le Barça comme des ambassadeurs même de cette lutte contre le franquisme. Et cette tournée sud-américaine en plus est d'autant plus importante qu'elle a permis au Barça, à la suite de la guerre, de vivre, puisque dans l'historiographie catalane du Barça et espagnole, on dit souvent que c'est une tournée salvatrice parce que le club était extrêmement endetté et ça leur a permis avec les matchs de récupérer exactement, avec les recettes du match. Ils ont récolté $13 000, ce qui leur a permis donc de survivre à la suite. Mais l'envers du décor, on va dire, c'est qu'à court terme, ils ont perdu un certain nombre de joueurs, des joueurs qui donc ont préféré rester au Mexique, voire en France, puisqu'ils passaient par la France via Le Havre pour traverser l'Atlantique. Et donc, à court terme, le Barça, au moment de la fin de la guerre, se retrouve donc avec beaucoup moins de joueurs, notamment des joueurs talentueux qui ont préféré continuer à jouer, à exercer leur profession loin du danger. Et donc avec en plus le statut, au moment où la dictature se met en place, de clubs ayant appartenu au camp des vaincus, donc qui essuie la répression du nouveau régime. Alors cette répression-là, elle s'exerce dès à peine 3 mois après la fin du conflit, puisque la finale de la Copa del Generalísimo s'exerce à Barcelone le 25 juin 1939 donc. Et le coup d'envoi est donné de façon symbolique par la fille du général qui a commandé la dernière offensive sur Barcelone. Donc là, il y a vraiment une volonté d'humilier le peuple barcelonais, le peuple catalan. En plus, c'est une rencontre qui oppose le FC Séville au club du Ferrol, qui est la ville natale du Caudillo. Donc là encore, c'est un exemple très symbolique d'humiliation de la Catalogne vaincue. Et le 29 juin suivant, une cérémonie d'expiation est organisée au stade du Barça. Voilà, donc encore une fois, avec en plus l'aspect religieux du nouveau pouvoir, il y a la même envie d'humilier le club qui appartient au camp des vaincus. Les dirigeants du club qui sont accusés de proximité avec le camp républicain sont aussi jugés et remplacés. Donc il y a une commission d'épuration qui est mise en place et ils sont remplacés par des proches du régime, notamment Enrique Piñero de Queralt, qui est un proche de Franco. Les joueurs qui ont combattu du côté républicain, il y en avait un certain nombre, ou alors qui sont exilés, que ce soit au Mexique ou en France, et qui ont voulu revenir en Espagne, sont aussi frappés de sanctions de la part de la délégation nationale du sport, qui en même temps hispanise le nom du club, ce qui devient le Club de Football Barcelona, alors qu'avant il avait un nom à connotation anglaise, et remplace donc le drapeau catalan du logo par un drapeau espagnol. Et c'est en même temps le moment d'une grande
le moment où le Barça et le Real, cette rivalité sportive devient également une rivalité politique avec le Classico, comme je disais, qui est une traduction sportive de ce conflit qui ne peut plus se faire. Notamment, je prendrais juste l'exemple du Classico de 1943 qui est particulièrement parlante, puisqu'au match aller à Barcelone, le Barça gagne 3-0 assez facilement, et au match retour à Madrid, le Barça mène 1-0 à la mi-temps, jusqu'à ce qu'un représentant de la garde civile aille dans les vestiaires, et à la fin, ils perdent 11-1. Voilà. Donc c'est, je pense, assez parlant comme exemple. Également celui donc Le discours du coach. Comment ? Le discours du coach. Également celui de l'arrivée de Di Stefano au Real, alors que tous les accords avaient été signés entre le Barça et River Plate, qui donc était le propriétaire du joueur, et finalement le régime lui-même s'implique complètement dans ce transfert pour empêcher que Kubala, qui était le joueur du Barça, et Di Stefano soient dans la même équipe. Et donc c'est tous ces événements-là participe donc d'une sorte d'esprit victimaire, de victimisation de la part des supporters eux-mêmes du Barça, qui disent en fait quand on perd c'est à cause de Franco qui met le nez directement dans les affaires, et en même temps de l'identification donc du club à cette identité catalane, républicaine, en tout cas anti-franquiste à l'époque. Mais on voit que le pouvoir noyote directement les potentiels opposants, chose que l'on va retrouver un petit peu partout. Nous, je vois par exemple en Amérique du Sud, l'exemple le plus célèbre, c'est Colo-Colo, qui était le club d'Allende. On dit même que tant que Colo-Colo gagnait, Allende était sain et sauf. C'est ce qui... Et les faits donnent raison finalement un petit peu à cela. Il y a un excellent livre, il faut lire l'espagnol, qui justement parle de toute l'aventure de Colo-Colo 73, où il est question justement de tout cela. Pour placer un peu les faits, je disais que le coup d'État au Chili, c'est 11 septembre 73. Cette année-là, Colo-Colo est en finale de la Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Ils sont en finale, ils perdent la finale le 5 juin, et 3 semaines plus tard, il y a la première tentative de coup d'État au Chili. Ça s'appelle le Tancazo, donc mené par le général Prats, etc., etc. Ça ne marche pas. Et les joueurs de Colo-Colo vont intégrer l'équipe chilienne pendant la tournée pendant le mois d'août pour les qualifications. Avant ce fameux match de la honte de novembre, il y a un match aller en URSS. Il y a 10 joueurs de Colo-Colo. Le Chili ramène un match nul du RSS. Et le coup d'État arrive 2 semaines plus tard. Donc à chaque fois qu'il y a une défaite qui touche Colo-Colo ou les représentants du club, la dictature en profite et va ensuite, une fois qu'elle est au pouvoir, un petit peu comme tu viens de le décrire avec le Barça, placer ses hommes à la tête du club et faire sauter ces barrières, faire sauter ce côté blanc-noir, c'est-à-dire que la résistance devient difficile, devient voire presque impossible. Alors elle va être un peu cachée, on a des exemples, la Coupe du Monde 78 en Argentine, elle est cachée, il y a les fameuses bandes noires sur les poteaux du Monumental, mais on l'a su après, ce qu'elle représentait, elles étaient là pour parler des gens qui étaient en prison, mais tout devient caché, tout devient gris. Il y a quand même quelques éléments de résistance un petit peu du côté du Barça. Oui, bien sûr. J'allais justement y venir. L'usage du catalan et plus largement la culture catalane sont sévèrement réprimés par le régime franquiste, qui voit donc un esprit séditieux et anti-centralisateur. Et le stade du Barça est de fait le seul endroit où on peut continuer à parler catalan grâce à l'anonymat du stade. Et ça, il y a énormément de témoignages qui reviennent, qui rappellent, oui, on pouvait s'exprimer en catalan là-bas, c'était vraiment formidable. Et certains, en fait, allaient même, selon leurs témoignages, au stade, au départ, essentiellement pour ça. Il y a également en 51 la première grande grève générale à Barcelone sous le franquisme, liée en fait à l'augmentation d'un ticket de métro, enfin de tram, pardon. Et là, les supporters du Barça s'associent donc à ce grand mouvement de grève et refusent de prendre le tram qui normalement menait, à l'époque c'est au stade de Les Corts, pour un match contre le Racing Santander. Et donc à la suite de cette mobilisation-là, à la fois de la grève générale et des supporters du Barça, le projet est finalement retiré. Et puis, du point de vue aussi de l'institution, pour rester sur ce thème-là,
Dès le milieu des années 1950, des élections ont de nouveau lieu dans les instances du club, notamment pour décider du nouveau président. Alors évidemment, c'est pas ouvert à l'ensemble des sociaux qui, de toute façon, leur existence n'est plus vraiment effective sous le franquisme. Mais voilà, c'est déjà un nouveau. C'est plus le régime lui-même qui place ses hommes. Il y a une sorte de système de validation du président qui est élu par les instances, mais c'est déjà de ce point de vue un premier pas. Et puis le club devient aussi à cette époque un récepteur, c'est un moyen en fait d'intégration pour les populations qui arrivent en Catalogne depuis d'autres régions de l'Espagne, voire de l'étranger. Et c'est via le Barça en fait qu'ils peuvent s'intégrer à la société barcelonaise, à la société catalane, alors que le régime initialement aurait préféré que ce soit évidemment via l'Espagnol de Barcelone, qui devient à ce moment-là vraiment le club des élites administratives, on va dire, du régime. Et puis il y a également l'arrivée de Cruyff en 1973-74, qui vient ponctuer en quelque sorte un grand mouvement déjà au cours duquel les dirigeants du Barça essayent de revenir un peu à l'identité catalane du club. Il y a notamment la fameuse phrase de Narcís de Carreras, qui était le président en 1968, qui dit le Barça est plus qu'un club. Donc dès la fin de la dictature, dès la fin des années 60 et le début des années 70, il y a ce mouvement-là de réaffirmation de l'identité extra-sportive, on va dire. Évidemment, ça restait encore soft, il disait pas le Barça est républicain. Non, c'est plus qu'un club, c'est déjà un bon début, on va dire. Et puis les annonces qui commencent à se faire de nouveau en catalan, des drapeaux catalans qui sont rentrés dans le stade un peu sous le manteau, sans doute grâce à la complicité de certains stadiers, de certains gardiens de stade. Donc il y a déjà, juste avant l'arrivée de Cruyff, ce premier mouvement-là. Il y a un contexte favorable. Voilà, un contexte favorable. Et puis surtout, donc, Cruyff qui vient faire souffler ce vent de liberté sur le Camp Nou. Notamment, donc, dès son arrivée, il donne une interview lors de laquelle il dit que le Real lui avait proposé plus que le Barça, mais qui refusait de jouer pour le club de Franco. Donc ça, évidemment, ça devait déjà bien plaire aux supporters du Barça, au-delà des qualités sportives du bonhomme. Et puis, deuxième gros élément, on va dire, qui montre l'engagement de Cruyff face à la dictature, c'est qu'il décide de prénommer son fils Jordi, qui a un prénom catalan, alors même que donner un prénom catalan à son enfant est bien sûr interdit pendant le franquisme. S'ensuit évidemment des grosses difficultés administratives pour enregistrer son nom, mais en fait, il l'avait déjà enregistré aux Pays-Bas sous le prénom de Jordi, ce qui lui a permis en fait de mettre la pression sur les autorités franquistes en disant c'est déjà son prénom, vous allez rien changer. Et de ce fait, Jordi Cruyff est le premier enfant né en Catalogne depuis le début de la dictature qui porte un prénom catalan. Pour un enfant en plus d'origine hollandaise, c'est assez marrant. Voilà. Et puis un troisième gros élément, on va dire, de cet engagement de Cruyff, et surtout qui va servir toute la mythologie autour de l'importance de Cruyff au sein du Barça, d'un point de vue symbolique mais pas sportif, c'est sa participation donc à la victoire 5-0 en février 74 sur le terrain de Madrid, avec comme spectateur Franco lui-même. Et donc une grande déculottée, une manita, qui est vécue par les supporters barcelonais dans la liesse évidemment. Et à leur retour de Madrid à Barcelone, les joueurs du Barça témoignent d'un accueil incroyable qu'ils n'avaient jamais vu à la suite de cette victoire, donc qui, selon l'historien du foot Alfred Wall, signe le véritable début de la transition. Voilà. Ouais, et on le voit. Vas-y, vas-y, tu peux rebondir. Oui, juste j'allais te lancer. Un petit rebondissement sur la guerre d'Espagne. Il y a une internationalisation de la guerre d'Espagne, comme vous le savez, avec des interventions allemandes, notamment du côté de l'Axe. Et puis, il y a eu les brigades internationales de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le football a aussi joué un rôle dans l'internationalisation du conflit. Moi, je me suis intéressé au cas de clubs de l'ex-Yougoslavie qui ont envoyé des joueurs participer
à la guerre d'Espagne, alors côté brigades internationales. Vous avez en ex-Yougoslavie des clubs qui sont issus du mouvement social, qui sont issus du mouvement ouvrier, qu'on appelle les clubs Radnički. Alors le plus célèbre, c'est celui de Nice, N-I-S, qui a été vice-champion de Serbie là, récemment, donc vous le voyez souvent en Ligue Europa. Radnički, ça veut dire les travailleurs. Donc ce sont vraiment des clubs issus du mouvement ouvrier, du mouvement social en général au début du XXe siècle. Et il y a un club en particulier, c'est le deuxième club de Split, donc le RNK, R comme Radnički, donc les travailleurs, qui a décidé d'envoyer, enfin c'est même pas le club, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont décidé d'aller prendre les armes et d'aller en Espagne pour se battre. Donc là on a vraiment un engagement concret, armé, de footballeurs contre une dictature qu'ils combattent, et j'allais dire de surcroît qui n'est pas dans leur pays. Et du côté de Split, j'allais te lancer justement sur Split. On parle d'institutions justement qui tentent de résister. Il y a aussi le cas de l'Hajduk. Oui, le cas de l'Hajduk Split, alors c'est le club certainement que vous connaissez le mieux parmi ceux de Split. Hein. Il y a le derby entre l'Hajduk qui est très connu, qui a gagné beaucoup de championnats de Croatie, et puis le RNK qui est moins connu, mais ça reste le derby de la ville. L'Hajduk Split, là aussi fait peu connu, a joué un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, faut se remettre juste, on est en 1941, il y a eu l'invasion italienne de la Croatie. Enfin, d'une partie de la Croatie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas il y a une occupation italienne, notamment de la ville de Split, et le régime de Mussolini va proposer à l'Hajduk Split, écoutez, nous on vous rénove complètement votre stade à nos frais, on vous admet en série A, c'est-à-dire la première ligue, le championnat de première division italienne, et on vous paie tous les déplacements que vous allez faire, puisque vous allez jouer contre Milan, contre la Juventus, etc. Eh bien, les joueurs de l'Hajduk Split disent non. Ils disent non parce qu'il y avait une condition à ce cadeau qui allait été fait, c'était de rebaptiser le club AC Spalato. Spalato, ça veut dire split en italien. Donc ils voulaient clairement italieniser le club, et rien que ça, rien que toucher à ce symbole, vous pouvez mettre tous les chèques que vous voulez, ils ont tout simplement, les joueurs n'ont tout simplement pas accepté, et ils ont décidé de rentrer en résistance. Ils sont allés sur une île, alors c'est l'île de Vis, c'est au large de Split, donc c'est dans l'Adriatique, qui était une base militaire des Alliés, pour faire simple. Et là, ils jouent des matchs contre les troupes britanniques. Après, ils se retrouvent à Bari, qui était vraiment le siège des troupes, le siège militaire des troupes alliées pour la Méditerranée. Et là, ils jouent un grand match contre une équipe britannique, une équipe d'officiers britanniques, enfin de soldats britanniques. Il y avait quand même 40 000 spectateurs. Le match a un très grand écho. Et ça va pousser aussi, d'ailleurs l'Hajduk Split se rebaptise à ce moment-là Hajduk Split, brigade de l'armée yougoslave populaire. Donc c'est le message est très clair. Et ils vont faire une tournée internationale. Ils vont aller en Égypte, ils vont aller en Syrie, ils vont aller en Palestine, ils vont aller sur l'île de Malte. Au point que le général de Gaulle, en 1945, va donner un titre. D'ailleurs, j'ai pas trouvé trace d'autres clubs qui ont eu ce titre. C'est le titre de club de la France libre. Voilà, donc il y a eu le général de Gaulle leur a décerné ça. L'histoire est peu connue, mais là aussi on a encore un engagement de footballeurs qui ont décidé d'agir pendant la Seconde Guerre mondiale, au point là encore d'aller vadrouiller un petit peu partout dans la Méditerranée, plutôt la Méditerranée orientale dans ce cas-là. Et on voit donc qu'il est quand même un tout petit peu possible avec ces moyens de résister. Je vais venir vers toi, Marcelin. Donc si je vais vers Marcelin, je pense que vous imaginez vers où on va aller. On va retourner au Brésil, on va parler de résistance, de dictature. On voit tout de suite où on va partir. On va évoquer un cas, forcément. On va évoquer le cas de Socrates, on va évoquer le cas de la démocratie corinthienne, qui arrive petit à petit, mais aussi vers la fin de la dictature. Oui, parce que la dictature au Brésil est la plus répressive jusqu'en 1974. Ensuite, il y a Geisel qui arrive au pouvoir et les militaires cherchent un retour à la démocratie, donc pas par principe, mais c'est juste que ça coûte trop cher de gérer le pays. Il y a le premier choc pétrolier un an avant. Du coup, il y a une inflation qui est incontrôlable et ils parlent d'un retour à la démocratie d'une manière sûre, lente et graduelle. C'est les mots qui sont utilisés. Et donc, ça va permettre aussi à la démocratie corintiana d'exister ensuite. En 1979, il y a la loi d'amnistie, donc qui est très discutable. Mais en gros, c'est les exilés politiques peuvent revenir au Brésil sans crainte de sanctions. Et en échange, les bourreaux de la dictature qui ont pratiqué la torture ne seront pas inquiétés non plus.
Donc il y a ce contexte au niveau du pays. Socrates arrive au Corinthians en 78 et à l'époque le président Vicente Mateus, c'est le président de club un peu classique au Brésil et dans d'autres pays, donc c'est-à-dire très paternaliste et autoritaire. C'est lui qui prend toutes les décisions. Mais en 1981, il y a des nouvelles élections, parce qu'au Brésil, les présidents sont élus par les sociaux ou les conseillers, ça dépend. Et Vicente Mateus ne peut plus être réélu président, mais il n'est pas prêt de lâcher le pouvoir. Donc ce qu'il va faire, c'est pour faire campagne pour Valdemar Pires, qui va être élu président. Et lui, Vicente Mateus, reste vice-président. Mais dans les faits, c'est toujours lui qui est le président, puisqu'il va être, c'est lui qui préside les réunions. Il va même au parking du club prendre la place du président. Et donc c'est ces attitudes qui vont agacer Valdemar Pires, qui était accusé d'être le pantin de Vicente Mateus, et qui va finir par prendre ses propres décisions et assez fortes, ce qui va nommer comme entraîneur Mario Travaglini, qui à Palmeiras avait eu, donc c'était pas la Democracia, mais il faisait appel à l'avis des joueurs. Et surtout, en directeur sportif, il nomme Addison Montero Alves, qui était un sociologue qui avait lutté pour la démocratie, qui était même allé en prison, parce qu'il avait été président d'un syndicat d'étudiants. Donc pour lui, ça n'avait pas de sens d'appliquer les mêmes méthodes autoritaires qui avaient lieu à l'époque. Et en plus, il ne connaissait pas le football. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé l'avis aux joueurs, comment gérer l'aspect sportif. Et Socrates va évidemment en profiter. Socrates qui va devenir le leader. Déjà, il vient de la classe moyenne. Donc, au Brésil, à cette époque, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. C'est vraiment un cas extrêmement rare. Les autres footballeurs viennent plutôt des milieux pauvres. Socrates, il est allé à l'université, donc il a aussi ce savoir-là. Et puis, il portait assez bien son nom, parce qu'il aimait beaucoup discuter avec les autres et confronter les avis. Donc, c'est grâce à ça qu'il va être un petit peu le leader de ce mouvement. Avec d'autres joueurs, il y a aussi Vladimir, parce qu'à l'époque, il y avait les mises au vert, donc les joueurs étaient obligés de rester à l'hôtel un jour avant le match, parfois deux. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus Internet ou la télé. Donc les joueurs s'ennuyaient beaucoup. Socrates avait ce besoin de liberté. Mais en tout cas, ça va lui permettre aussi d'échanger beaucoup avec Vladimir, qui était le latéral gauche du club et qui était aussi très intéressé par les questions sociales. C'est ce que Socrates va dire. À deux, on était déjà un peu plus fort que tout seul. Et en fait, Socrates, ce qu'il considère, c'est que le footballeur doit avoir une place dans la société parce qu'il est populaire. Donc, il a ce pouvoir-là. Et en plus, il a de l'argent. Donc, il a le pouvoir économique et social. Et en plus, ils viennent surtout des milieux pauvres. Donc, ils peuvent représenter le peuple. Donc il pense vraiment que le football peut transformer la société. Et c'est ce qu'il dit, en fait, personne ne comprend la politique, mais tout le monde comprend le football. Donc l'idée de départ, c'est vraiment de montrer l'exemple au club. Et comme les Brésiliens sont privés de vote depuis 1964, l'idée, ça va être de voter. Et il va dire voter était devenu un vice. Et ils vont pour toutes les décisions, donc que ce soit la fin des mises au vert, où c'était pas non plus, c'était facultatif. En fait, les joueurs pouvaient quand même aller aux mises au vert. Ils vont gérer aussi le côté football, quels joueurs vont être recrutés, ceux qui vont partir. Par exemple, il y a une tournée en 1981 où il y a Paulo César qui était champion du monde 70, donc qui était un joueur avec une grande carrière, mais qui avait été jugé individualiste par ses coéquipiers, et du coup, il va être poussé vers la sortie. Et donc, c'est comme ça que le mouvement prend forme, avec aussi Casagrande. On parle beaucoup du directeur sportif Addison Montero et de Socrates. On a parlé un petit peu de Vladimir. Il y a Casagrande qui vient du centre de formation, qui a du coup 20 ans, et qui est vraiment le rebelle un peu du club, qui aime beaucoup le rock, la fête. Et du coup, c'est aussi l'un des leaders de ce mouvement. On peut citer aussi dans les autres joueurs, il y a Biro Zenon aussi, qui sont des joueurs importants, mais dont on ne parle pas assez.
Et puis un autre nom aussi, c'est le publicitaire qui s'appelle Washington Oliveto. C'est lui qui va trouver, je trouve pas le nom, mais le popularise, le nom Democratia Corintiana, qui permet de matérialiser un petit peu le mouvement. C'est comme ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc c'est aussi quelqu'un qui va être très important pour le mouvement, qui était aussi beaucoup critiqué à l'époque parce que ça restait quand même la dictature. Il y avait une presse qui était très conservatrice et donc le mouvement disait que c'était un peu le bordel avec des joueurs qui ultrapassaient leur fonction. Mais en fait, c'était l'idée aussi d'Adison Montero Alves, c'était de responsabiliser les joueurs et ça va fonctionner puisque s'il y avait un joueur qui respectait pas les règles, c'était les autres joueurs eux-mêmes qui allaient lui rappeler on essaye de faire quelque chose d'important et du coup ça a fonctionné et aussi ce qui a permis au mouvement de fonctionner, c'est qu'ils ont remporté le titre. C'est ce que j'allais te dire. Pour que ça fonctionne véritablement, il faut qu'il y ait des résultats. Malheureusement, il faut qu'il y ait aussi des résultats sportifs. Il faut les résultats et le Corinthians va remporter le championnat paulista en 1982. Ensuite, en 1983, du coup, des joueurs se disaient que le gardien n'était pas assez bon, il fallait un nouveau gardien. Et ils avaient pensé à Emerson Léon qui fait pas la Coupe du Monde 82 parce qu'il est aussi très problématique. C'est un joueur qui avait l'habitude d'entrer en conflit, que ce soit avec les dirigeants, avec les supporters, avec les adversaires et les coéquipiers. Et en fait, ce recrutement, il peut être considéré comme problématique, parce qu'en plus, il était lui plutôt défenseur de la dictature. Donc sur le papier, je trouve que c'est intéressant de permettre à un joueur comme ça de rejoindre le groupe, parce que ça montre que... D'ouvrir à un opposant. Voilà, c'était l'idée. Mais par contre, comme il était tellement problématique, en fait, c'est pas tous les joueurs, comme c'était le cas habituellement, qui ont pris la décision de dire oui ou non, on le prend. C'est seulement les joueurs et ceux qui l'avaient connu, que ce soit en Célestin ou en club auparavant. Donc c'est une trahison un peu au principe de la démocratie. Un glissement de la démocratie vers une dictature d'élite. C'est bizarre. Et Casagrande, dont on a parlé, qui était l'un des leaders, mais comme il était jeune, il n'avait pas connu. Du coup, il est exclu du vote. Et lui, il va refuser de parler à Emerson Léon. Et du coup, ce qui était un peu prévisible va se passer, c'est que Emerson Léon va se rapprocher des remplaçants ou des jeunes. Il était quasiment toutes les semaines dans le bureau du président pour demander des prolongations de contrat pour lui, mais aussi pour ceux qui étaient un peu moins dans le mouvement. Lui niait même l'existence du mouvement. Il appelait ça une confrérie corintiana en disant que ça bénéficiait à Socrates et les leaders, mais c'est tout. Et donc en fait, le vestiaire va être très divisé en 1983. Il gagne quand même le championnat paulista, mais l'ambiance est déjà... plus bonne. Et puis la dernière étape de ce mouvement qui s'éteint assez rapidement, finalement, on en parle beaucoup encore, mais c'est un mouvement assez bref, court. Au final, la période est très courte. De 82 où ça commence, et en 84, donc on est à un an de la dictature, enfin de la fin de la dictature, il y avait des manifestations qui ont été les plus grandes manifestations au Brésil, pour ça s'appelle le mouvement Direitaja, pour l'élection directe des gouverneurs, donc ce qui aurait signifié la fin de la dictature. Et les joueurs du Corinthians ont participé à cette manifestation qui fait plus d'1 million de personnes à Sao Paulo. Et Socrates, devant la clameur populaire, en fait, il était en partance pour l'Italie. Il dit que si l'amendement est accepté, il restera au Brésil. Et au final, c'était une majorité à 2/3. Et du coup, il manque 22 votes pour la fin de la démocratie. Et du coup, Socrates s'engage à la Fiorentina, et c'est avec lui, du coup, un petit peu la fin du mouvement. Les autres leaders, Casagrande va être prêté à Sao Paulo en 84. Vladimir quitte le club en 85, où il va y avoir des nouvelles élections. C'est Adison Montero Alves, qui était donc directeur sportif, qui se présente, mais il va perdre contre Roberto Pasqua, qui était un soutien de Vicente Mateus, avec des élections qui ont été truquées, mais du coup c'est vraiment le retour en arrière. Ouais, on retrouve Vicente Mateus d'une certaine façon, et le mouvement se termine comme ça, qui a eu
enfin qui a beaucoup inspiré même les autres clubs, les autres joueurs. Par exemple, Zico s'intéressait au mouvement. Il y a eu une idée à Sao Paulo de faire un petit peu la même chose, mais en fait, ça dépend du président aussi. Donc c'est là aussi Valdemar Pires a été très important, puisque si le président dit non, il y a pas de démocratie, et le modèle n'a pas pu être implanté dans des autres clubs. Et ça, c'est des choses que l'on a. Alors, pour faire un petit peu de promo, c'est une histoire que tu racontes dans l'un de nos magazines, la fin de la démocratie corinthienne. Mais en fait, finalement, ça fait écho un petit peu, et on va conclure là-dessus. On prendra quelques questions, mais on voit par exemple aujourd'hui le Brésil de Bolsonaro qui pose beaucoup de questions. On demande beaucoup aux joueurs. On l'a vu par exemple avec la dernière Copa América qui a fait beaucoup de scandales par son organisation, par le fait qu'on soutienne. Et on voit que finalement, on essaye de mettre la pression sur les joueurs pour qu'ils prennent une position. Et très souvent, ces joueurs-là ne peuvent juste pas prendre une position. Ils sont prisonniers d'une pyramide, en fait, d'une hiérarchie. Oui, c'est difficile en fait. Je pense qu'il y a la difficulté effectivement d'avoir des positions, et puis aussi c'est encore des joueurs qui viennent plutôt d'un milieu pauvre, qui vont dans des centres de formation dès 13 ans, ou enfin dans des écoles de foot même. Et du coup, l'école a assez peu d'importance, et c'est pas des joueurs. Socrates, c'est vraiment une exception à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi des joueurs qui n'ont pas forcément le bagage pour prendre cette position. Et c'est effectivement, malgré le fait qu'ils aient ce pouvoir-là, je pense que c'est très difficile de l'utiliser et de prendre position. Ouais, malheureusement, ce que demandait Socrates à ce que les footballeurs s'engagent, et ce qu'on leur demande encore aujourd'hui, n'est parfois pas aussi simple qu'on veut bien le penser. On va en conclure là-dessus, messieurs. Vous voyez, c'est pas facile de résister à une dictature. Nous, on ne peut pas résister à la dictature du temps. Malheureusement, on va rester là. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Et merci de nous avoir Merci écoutés. à vous. Merci. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce premier épisode de ces hors-séries. Le prochain épisode, toujours réalisé dans le cadre du festival L'Autre Football à Rennes, traitera de la notion de chant de supporters et ce qu'ils peuvent raconter. À la semaine prochaine.